Oui, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravi d'être avec Nicolas Delinière. Nicolas Delinière est un confrère d'une autre agence qui s'appelle Sales Odyssey, qui à l'origine travaillait plus sur les ventes et tout, mais qui aujourd'hui on fait en partie à peu près la même chose. Mais tu vas nous raconter tout ça. Mais surtout, au-delà d'être confrère et parfois concurrent, on est comment on dit, partenaire dans une réflexion sur une nouvelle méthode qui s'appelle Journey-Based Selling, méthode qu'on va vous présenter, ou en tout cas dont on va vous présenter les premiers éléments pour avoir vos retours, connaître votre réflexion, et puis vraiment l'idée c'est de voir comment la vente s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition ou au sein de l'acquisition, mais donner des outils pour les vendeurs spécifiques, plus tactiques, dans le prolongement d'Acquisition Strategy Design. Voilà. Nicolas, à toi la parole, je te laisse te présenter. Ça marche. Et bonjour à tous. Tu as déjà introduit pas mal de choses. Donc, effectivement, je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Sales Odyssey, qui a été cofondée avec Morvan Gaël. On est trois anciens business développeurs. Donc, effectivement, une forte composante commerciale dans ce qu'on peut apporter. Mais globalement, on traite des sujets d'acquisition en général. C'est pour ça que souvent, avec Gabriel, on est sur les mêmes sujets. En fait, tout ce qu'on va produire chez Sales Odyssey, c'est toujours ce lien entre le processus de vente en tant que tel, la vente en tant que telle, et comment on va se servir des outils marketing pour être plus efficace dans ce jeu de développement commercial. Et puis on avait échangé à plusieurs reprises avec Gabriel l'année dernière sur différentes techniques de vente pour être plus efficace, et ça a mené à une réflexion qui aujourd'hui s'appelle le Journey Based Selling, qu'on va avoir le plaisir de vous présenter, et qui répond à pas mal des enjeux que nous on croise aujourd'hui dans la vente et dans les difficultés que vont avoir la plupart des entreprises à structurer leur stratégie de vente. Alors, moi, ce que je vous propose pour contextualiser tout ça, alors je vois qu'il y a quand même beaucoup d'habitués, donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler et déjà compris comment marche Acquisition Strategy Design, mais il y a aussi des noms que je ne connais pas, donc je vais vous représenter en deux mots avec la petite vidéo la méthode Acquisition Strategy Design, ce qui nous permettra de contextualiser à l'endroit ou à quel moment intervient Journey-Based Selling, qui s'inscrit vraiment comme un prolongement ou un focus quand il s'agit de construire le processus de vente et le processus commercial avec le client. Donc généralement en fin de parcours, je dis bien généralement parce que on le sait que les parcours les parcours d'achat peuvent mixer commerce et marketing, pas systématiquement avec le commerce à la fin, même si c'est le plus souvent le cas. Et donc c'est vrai que Journey-Based Selling est plutôt sur de la fin de process que du début de process et du début de parcours d'achat. Je lance la vidéo pendant une petite minute et demie. Il faut couper ton micro pendant la vidéo, Nicolas, pour pas que ça refasse un effet de type Larsen. À tout de suite. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'Acquisition Strategy Design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode Acquisition Strategy Design Plan Marketing Nouvelle Génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet.
Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition, stratégie, design, plan marketing nouvelle génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Promis, dans quelques mois, on aura aussi un livre et une petite vidéo pour présenter la méthode. Juste pour montrer un peu comment ça s'organise, les différences aussi, avant que tu nous fasses une présentation un peu de la méthodo et des premiers éléments que nous partageons de cette méthode. Il y a aussi une dimension, je crois, dans Journée Based Selling où on est moins orienté client qu'on ne l'est dans Acquisition Strategy Design. Là, je revois le canevas d'acquisition. On essaye vraiment de comprendre le parcours d'achat. Dans Journée Based Selling, on a aussi cette démarche en double diamant avec un premier canevas, une première formalisation de la vision, puis de nouveau de la divergence et de nouveau une convergence sur un plan d'action. Mais on va dire que dans le canevas que tu vas nous présenter dans quelques minutes, on est quand même plus orienté compréhension du processus de vente, de ce qui fait qu'une vente marche, de quels sont les clients avec qui on réussit à vendre, que dans la compréhension fine de ce que fait le client. Il y a déjà une dimension, autant dans l'acquisition, on cherche à faire venir les clients, etc. Autant dans Journey Based Selling, on est aussi dans une forme de sélection, de tri, de filtre. Et c'est là aussi, et avec une orientation plus orientée entreprise, chance de gagner, que l'idée de faire venir. Donc c'est aussi là-dessus, à un moment, on essayait de voir comment on pouvait mettre une forme de loupe sur Acquisition Strategy Design pour dire qu'en fait, on focus sur un des éléments du parcours. C'est pas complètement ça, parce qu'on n'a pas exactement le même angle de vue. N'oublie pas de remettre le micro. Exact. Oui, complètement. C'est pour ça que les deux méthodes sont très complémentaires, mais dans le Journey Based Selling, on l'a beaucoup plus effectivement construit pour l'entreprise et du point de vue de l'entreprise. Comment est-ce que je vais maximiser l'efficacité commerciale de mon équipe? Évidemment, on s'inspire de tout ce qui a pu être fait dans une méthode comme l'Acquisition Strategy Design, qui nous permet de bien comprendre ce que les clients veulent. Mais à ce stade, on est plus au stade du Journey Based Selling, on est plus dans OK, maintenant comment je vais efficacement convertir ces clients. Je suis à la fin du tunnel, il faut que j'y arrive. Et l'objectif est beaucoup plus centré sur la performance commerciale de l'entreprise que simplement les attentes clients. Même si effectivement en filigrane on les retrouve, puisque pour être efficace il faut pouvoir s'appuyer sur ce qu'attendent les clients. Mais là c'est plus réussir à imposer son rythme aussi aux prospects pour pouvoir atteindre ses objectifs derrière. Ouais, et dans les points communs il y a effectivement le terme journée aussi, parce que parcours d'achat ça se traduit purchasing journée, donc et c'est au cœur de la méthode Acquisition Strategy Design. Dans JBS il y a aussi cette notion de journée. Mais effectivement, autant dans Acquisition Strategy Design, on cherche à faire progresser le client dans son parcours d'achat. Là, on est quand même dans un parcours aussi, mais qui n'est plus tant un parcours d'achat, mais qui est un parcours conjoint d'achat d'un côté et de vente de l'autre, en fait. C'est ça finalement la divergence, c'est que dans JBS, on commence à introduire vraiment les besoins de l'entreprise, les impératifs de l'entreprise, et ça devient un parcours conjoint avec effectivement une nécessité de convergence entre ce que veut le client et ce que veut le vendeur pour que ça mène à une vente gagnant-gagnant. Merci Jérémy de me rappeler qu'on n'a pas le droit de dire JBS, mais qu'on doit dire Journey Based Selling. D'habitude, ça fait tellement de temps qu'on veille à tout. Je te laisse présenter les slides, je les mets à l'écran. Tu as le petit bouton de Next une fois pour les faire avancer, mais je pourrais les faire pour toi aussi, mais je pense que tu y arriveras. Très très bien. Je reviens en arrière parce qu'on a consulté les slides juste avant. Donc, ça, et voilà. Et puis, je te laisse présenter. On l'a fait ensemble, donc je ne manquerai pas d'intervenir aussi si j'ai des trucs que j'ai envie de dire en plus.
Ça marche. Mais juste pour compléter ce que tu disais juste avant, c'est très. Il y a aussi quelque chose dans le journey-based selling qui est plutôt dans l'idée que quand on a travaillé sur un parcours d'achat global et sur l'approche marketing, on imagine, entre guillemets, on stéréotype un parcours et on imagine qu'il y a différentes étapes. Et souvent, ce que les commerciaux disent, et à raison d'ailleurs, c'est que le rôle du commercial, c'est aussi de voir quelles sont les étapes qui ont été franchies, quelles sont les étapes qui n'ont pas été franchies. Et en fait, je pense que c'est là où le journey-based selling est intéressant dans ce côté renvoyé au parcours d'achat avec le parcours de vente. C'est qu'en fait, c'est le rôle du commercial de s'assurer que toutes les étapes ont été franchies et c'est comme ça qu'on a construit le journey-based selling. Juste pour revenir sur la couve quand même, parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Déjà, il y a un truc sur lequel faudra qu'on voit avec Jérémy. Je trouve que c'est sous la direction de Gabriel et Nicolas. Il n'y a pas besoin de faire des choses différentes, donc on remédiera à ça. Ouais, le titre processus de vente nouvelle génération, on est vraiment sur le process. Je trouve que les surtitres et les sous-titres méritent aussi d'être racontés. C'est faire vivre une expérience à ses prospects, de la qualification au closing en partageant des conversations engageantes, des stories impactantes et des contenus pertinents. Et c'est là-dessus qu'on est vraiment dans cette notion de journée. C'est quoi les bons contenus, c'est quoi les belles histoires, c'est quoi les belles conversations qu'on va partager tout au long de ce process et de ce parcours en commun. Et tu vas nous préciser un peu plus tard ce que sont les conversations, les stories et les contenus. Et aussi un côté très pratique, tu l'as dit, sur le guide ultime pour préparer ses rendez-vous, maîtriser son cycle de vente, vendre plus et plus vite. On est on n'est pas dans une énième méthode commerciale parce que encore une fois, on donne pas des recettes, on donne la méthode pour construire sa propre recette. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Acquisition Strategy Design, où on dit pas c'est l'inbound qui est bien, c'est le gros, c'est le machin, c'est comme ça que vous devez faire, mais on vous donne les outils pour que vous fassiez ce qui est bien pour vous, compte tenu de vos clients, des parcours d'achat de vos clients pour Acquisition Strategy Design, compte tenu de vos forces, de vos faiblesses, de forces de vos commerciaux, des attentes de vos clients dans Journey-Based Selling. Et même de tout le reste de votre stratégie marketing, parce que vous n'êtes pas dans la même situation si vous avez une stratégie marketing qui fait que vous avez plein de leads entrants et que vous devez être vachement en qualif, ou si vous avez une stratégie marketing sortante. Donc là-dessus, on va vraiment vous aider à vous poser les bonnes questions pour construire la méthode de vente, les playbooks et les process de vente les plus pertinents pour vous et rien que pour vous. Ça, c'est pas simplement une recette ou une technique qui s'attaque à un tout petit aspect du processus de vente. Là, on essaye d'avoir une approche globale sur le développement commercial, sur l'ensemble du processus de vente, la préparation des rendez-vous, ce qui se passe entre les rendez-vous, ce qui se passe pendant le rendez-vous, mais aussi ce qui se passe sans vous. C'est aussi une des spécificités du journey-based selling, c'est de prendre en compte toute la partie du processus de vente qui, en fait, ne se passe plus avec l'intervention du commercial. C'est aujourd'hui plus de 2/3 du parcours des prospects qui se fait sans l'intervention de quelqu'un de votre entreprise. Et en fait, la plupart des techniques de vente traditionnelles s'attaquant uniquement à ce qui se passe quand on est face au client, bah, fatalement, même si on est les meilleurs du monde sur cette partie-là, on ne maîtrise que moins d'un tiers en fait du parcours de décision, ce qui est un petit peu risqué en termes de conversion. Donc on va y revenir et je rejoins complètement Gabriel. Là, l'idée, c'est de vous donner une méthodologie qui vous permet de créer le bon processus de vente pour votre entreprise et pas juste une liste qui fonctionnerait dans tous les cas, dont on sait depuis un moment que c'est pas aussi simple que ça. Et tu voulais rajouter quelque chose sur la couverture ? Non, sur la couve, je crois qu'on a à peu près tout dit, mais je voulais pas la laisser passer si rapidement. Je fonçais tout de suite sur la méthode, c'est ça. Alors, globalement, comment est-ce qu'on a articulé cette méthode ? Il y a 4 grandes étapes dans la méthode du journey-based selling. On a une partie de Sales Process Canvas. L'idée de ce Sales Process Canvas, c'est de réussir à se poser les bonnes questions sur son processus de vente actuel. Quelles sont les différentes composantes ? Comment est-ce qu'on va attaquer la question de la qualification ? C'est-à-dire qui sont les bons projets, qui sont les bons clients. Est-ce que les produits de mon entreprise sont les bons pour ces prospects-là, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de se poser les questions de base pour savoir est-ce que le projet qui se présente ou l'opportunité qui se présente est la bonne pour initier le processus de vente.
La deuxième étape, qui est la proposition de valeur, là aussi on va creuser dans cette étape-là la question de savoir qu'est-ce qui va convaincre mes clients, qu'est-ce qu'ils attendent en fait comme proposition de valeur. Est-ce que c'est un pilote, est-ce que c'est une proposition sur mesure, est-ce que c'est une proposition standard, est-ce que c'est parfois ça peut être un appel d'offres. Il y a des tas de modalités, ça va dépendre de votre secteur, mais ça va dépendre aussi de ce que vos équipes aiment traiter comme sujet. Et puis il y a qui sont les personnes impliquées dans cette proposition de valeur. C'est une question qu'on a tendance à passer un peu rapidement généralement et à tort. On va s'intéresser à qui du côté de vos prospects doit être impliqué dans le processus de vente, mais aussi qui du côté de votre côté en fait. Qui est-ce que vous allez pouvoir impliquer dans le processus de vente pour atteindre plus facilement finalement l'issue du processus de vente et une issue favorable évidemment. Et la dernière étape autour du closing qui va, elle, plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui va potentiellement freiner freiner le process, qu'est-ce qui risque de le faire échouer, et qui peut freiner ce projet, et s'opposer à sa réussite. Alors évidemment, on va un petit peu plus loin avec des questions sur comment est-ce qu'on va pouvoir identifier ces personnes qui sont des potentiels freins à la réussite du process. Mais c'est pas la seule question qu'on va étudier à cette étape-là. On va aussi s'intéresser au poids relatif de chacune des étapes. C'est vraiment le premier pas vers un processus de vente un petit peu plus formalisé. Là, on accumule un maximum d'informations pour savoir comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va structurer ce processus. La deuxième étape, ça va être la modélisation d'un arbre de décision. Alors, pourquoi est-ce qu'on va modéliser le parcours de vente? En fait, il y a deux intérêts à ça. Le premier, c'est de modéliser le parcours idéal. Ça permet d'avoir des objectifs clairs, d'être tourné vers l'action, d'avoir quelque part un framework à suivre pour vos équipes commerciales. Mais ça va aussi être important à chaque étape à chaque process de vente, de modéliser ce qui s'est effectivement passé, à la fois pour améliorer son processus de vente d'un process à l'autre, mais aussi pour des raisons de capitalisation en fait sur les informations commerciales. Aujourd'hui, on a eu aussi beaucoup de conversations avec Gabriel sur le sujet des CRM et des reporting dans les CRM. C'est souvent très insuffisant, alors que modéliser un parcours de vente et modéliser l'arbre de décision d'une vente en particulier, ça va donner beaucoup plus d'informations en cas si on a besoin de faire une passation sur un processus de vente particulièrement long, par exemple, ou tout simplement si on veut revenir sur les processus de vente qui ont eu lieu pour en améliorer l'efficacité. La troisième étape, ça va être d'enrichir en fait ce processus de vente qui sera issu des deux premières étapes, avec trois éléments qui sont les conversations, les stories et les contenus. On va y revenir sur qu'est-ce qu'une conversation, une story et un contenu, mais c'est des éléments hyper importants pour pouvoir aligner les ventes et le marketing, mais aussi pour être beaucoup plus impactant en rendez-vous. Le Journey-Based Selling vous donne pas une liste de questions sur lesquelles vous devez avoir une réponse, comme on peut le voir sur des techniques qui existent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Typiquement, dans beaucoup de méthodes, on va avoir, quel est votre budget? En 2021, il y a très peu de cas où on peut raisonnablement poser la question telle quelle à un prospect, c'est quoi votre budget? Il faut poser cette question-là, mais en fait, il faut surtout récupérer cette information-là, et pour ça, les conversations sont un très bon moyen d'y arriver. Et de la même façon, il y a des méthodes très connues comme le CAB, par exemple, qui permettent d'avoir un discours qui va être un peu plus impactant pour présenter des fonctionnalités. Aujourd'hui, si on veut avoir un impact, si on veut pouvoir convaincre plus facilement, il faut là s'inspirer des équipes marketing qui ont beaucoup travaillé ces dernières années sur la notion de storytelling, mais construire des histoires est bien plus efficace que construire un argumentaire caractéristique, avantage, bénéfice qui est souvent un petit peu léger et qui va s'intéresser qu'à un certain nombre de leviers pour convaincre. Et la dernière étape, c'est évidemment de prioriser ces actions, parce que, spoiler alert, si vous appliquez bien le Canva, il y a des chances que vous soyez pas nickel partout. Et donc, il faut évidemment prioriser qu'est-ce que vous allez mettre en place pour améliorer ce processus de vente en premier, identifier finalement qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui l'est moins. Et ça va dépendre ça va dépendre complètement de votre situation. Gabriel le mentionnait, est-ce que vous avez plutôt une stratégie outbound, est-ce que vous avez plutôt une stratégie inbound, est-ce que vous avez plutôt
beaucoup de leads mais peu de conversions, ou l'inverse. En fonction de ça, ce sera pas les mêmes décisions à prendre, et c'est là-dessus qu'on va potentiellement vous donner les clés avec cette méthode. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Gabriel, sur la présentation? Non, t'as pas mal dit là-dessus. Non, c'est assez complet. Puis on reviendra en plus sur chaque élément. Ouais. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'on doit modifier. Émilie nous a signalé une petite faute d'orthographe. Moi, je vois aussi qu'on a gardé la notion de rendez-vous tout doux, alors qu'on reparle d'objectif et plus de rendez-vous en tant que tel. Donc, il faudrait changer ça. Enfin, on a encore un peu de modif. C'est du work in progress, mais c'est toujours très intéressant de partager assez tôt ce work in progress pour avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on éclaircisse, si vous vous rendez compte que c'est utile, pas utile, moins utile, etc. Tout ça va permettre d'enrichir la méthode. Si parmi vous, vous souhaitez contribuer sur toute une partie du livre, apporter votre vision, votre expertise, comme on l'a fait sur Acquisition Strategy Design, on a envie d'avoir un maximum d'experts, de points de vue qui s'expriment dans le bouquin. C'est en cela qu'on sera sous le régime de l'œuvre collective. Donc voilà, c'est une première occasion de venir aussi enrichir la méthode et partager avec vous. Mais pour ça, il faut que vous l'ayez bien compris, et c'est pour ça que Nicolas a déjà commencé à bien la présenter. Je te laisse continuer. Ça marche. Ouais, n'hésitez pas, hein, surtout, c'est du work in progress, et l'idée c'est que ce soit le plus complet possible, donc on n'a pas pu penser à tout encore. Alors, dans le détail, on en parlait tout à l'heure avec Gabriel, on n'est pas encore complètement satisfait de la présentation du Canva en tant que tel. Là, c'est vraiment la première étape du Journey Based Selling, c'est se poser les bonnes questions sur chacune des grandes étapes d'un processus de vente, parce que là-dessus, on va pas révolutionner le découpage traditionnel, qualification, proposition de valeur et closing, parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Là où l'éclairage qu'on essaye d'apporter avec ce Canva, c'est de vous donner les bons axes de questionnement pour pouvoir avoir les outils pour créer votre processus de vente, pour que vous puissiez répondre à quelqu'un qui vous demande quel est votre processus de vente, autre chose que ça dépend. Ça dépend pas. Si ça dépend, c'est qu'il n'y en a pas forcément d'écrit, et en fait que vous suivez un petit peu les hasards du processus avec votre client. Il y a une partie que j'ai pas mentionnée précédemment, qui est la partie basse en fait du Canva, sur l'importance de chacune de ces étapes, et quel est le niveau d'investissement acceptable que vous voulez accorder à chacune des étapes. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça? C'est parce que techniquement, avec un Canva très bien rempli, on peut faire le processus de vente le plus incroyable de tous les temps. C'est formidable, il est génial, une quantité d'informations énorme, mais qu'en fait, ça n'a aucune valeur si on ne le rapporte pas au coût d'acquisition que ça va entraîner. Un processus de vente, ça a un coût en temps pour vos équipes. Et en fait, l'idée du Journey Based Selling, c'est de vous permettre de créer le meilleur processus de vente possible dans des conditions de rentabilité acceptables, évidemment. C'est en ça qu'on s'éloigne un petit peu d'une philosophie uniquement centrée client aussi, c'est-à-dire que oui, évidemment, il faut donner au client ce dont il a besoin, et pour le faire avancer dans son processus de réflexion. Mais ici, on est dans le pragmatisme, on va dire, de l'équipe de vente. Il faut réussir à convaincre dans des conditions qui sont suffisantes pour que le process de vente soit rentable pour vous. Donc c'est là-dessus qu'on va s'intéresser. On va aussi enrichir cette partie basse du Canva avec des éléments tangibles. Quels sont les KPI qu'on va pouvoir récupérer entre chaque étape, qui vont nous permettre notamment dans la 4e étape de prioriser et surtout de mesurer les progrès que vous pourrez faire. Encore une fois, c'est un processus qui est itératif. Les process évoluent et il faudra sans arrêt les améliorer. Et on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc c'est un bon moyen d'introduire en fait ces KPI au sein du processus commercial. Bon, ça, je viens de le mentionner, je suis passé un petit peu vite. Globalement, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, l'intérêt du Canva, comment est-ce qu'on l'a créé. L'idée, c'est vraiment qu'il doit vous permettre de créer votre processus de vente. Le Journey Based Selling, c'est pas du tout un template de processus qui est applicable partout. Ça ne marche pas comme ça. Et on l'a construit comme une méthode qui fonctionne aussi bien
sur du B2B que du B2C, sur des ventes longues ou des ventes courtes. Donc, ça ne marcherait pas si on vous disait qu'il y avait un process qui marche à chaque fois. Donc, c'est vraiment l'idée de ce Canva, vous permettre de vous poser les bonnes questions, enrichir votre réflexion et aboutir à un processus de vente qui vous correspond et qui fonctionne avec votre équipe et vos clients. Alors, je ne sais pas si on rentre dans le détail des questions, peut-être, Gabriel, des questions qu'on va retrouver tout au long du Canva. Ouais, moi je trouve ça intéressant, non? Alors, pareil, dans les trucs un peu work in progress, c'est qu'elles sont pas nécessairement dans de bon ordre. Donc, Nicolas va les remettre dans l'ordre en faisant la 1, puis la 4, puis la 2, puis la 5, puis la 3, puis la 6. Mais à part ça, tout va bien. C'est ça. Oui, effectivement, on commence bien par la qualification dans son ensemble et pas la moitié de la qualification puis la moitié de la proposition de valeur. Dans le détail, alors il y en aura encore plus évidemment, l'idée c'est de vous donner un maximum des questions qu'il faut que vous vous posiez pour réussir à structurer votre processus de vente. La première étape qu'on mentionnait qui était la qualification. En gros, il y a deux grandes questions qu'on va poser, deux grands types de questions. C'est le quoi, donc cette première partie du Canva qui est quels sont finalement les bons projets. Et un bon projet, c'est quoi? C'est un projet sur lequel on est performant, c'est un projet sur lequel on a des références. Quels sont les projets qui plaisent à l'équipe et quels sont les projets qui plaisent à notre comptable. Pour la faire très très simple. C'est aussi un moment sur est-ce qu'on est d'accord sur dès la qualification pour présenter le processus de vente au prospect et est-ce qu'il y a un accord en fait sur le déroulement de sur ce processus. On est encore dans le quoi en fait qui va dimensionner son processus de vente. Alors je vais peut-être m'arrêter un peu sur cette dimension-là parce que c'est un aspect qu'on a beaucoup débattu avec Gabriel sur est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de présenter dès le début à un prospect et de le présenter de manière claire quel va être le processus de vente. Avec Gabriel, on pense que oui, c'est hyper important dès le début d'un processus de vente d'être clair avec son prospect, lui expliquer bon bah voilà comment ça se passe le processus de vente chez nous, voilà toutes les étapes qu'on va pouvoir traverser ensemble et tout de suite lui expliquer que c'est un processus itératif, ça fonctionnera, enfin que c'est un processus collaboratif pardon, que ça fonctionne que si on est d'accord des deux côtés et ça permet de bien clarifier la situation et de se mettre d'accord aussi sur le déroulé de ce processus de vente. C'est quelque chose qui est pas fait aujourd'hui, très peu en tout cas, et à tort. Il y a une explication assez simple là-dessus, c'est que souvent, quand j'échange avec des responsables commerciaux dans le cadre de nos activités chez Sales Odyssey, ils vont nous expliquer que le problème, c'est que mettre des contraintes à un prospect dès le début, est-ce que ça va pas paraître un petit peu abrupt, est-ce que ça va pas les bloquer, est-ce que finalement on leur propose ça alors qu'ils sont pas d'accord. La réalité, c'est qu'il se passe jamais rien s'il n'y a pas de contraintes. Enfin, si je vous donne un exemple simple, je vous donne 100 000 € et une durée infinie pour faire des choses, ce qui se passera, c'est que vous allez rien faire du tout. Alors que si je vous dis vous avez un mois pour faire tant avec beaucoup moins, il se passera des choses. Globalement, cette contrainte, qui n'en est pas une, c'est vraiment une collaboration avec le prospect, lui expliquer comment ça va se passer, ça permet de définir les règles du jeu et de permettre d'arriver beaucoup plus facilement à une issue favorable. Ouais, je suis d'accord avec toi, et au-delà de ça, il y a effectivement de se mettre en contrainte, etc., de se mettre dans un rapport d'égal à égal, et pas de soumission, et dans une posture de soumission par rapport au client. Le client vient vers nous, on lui consacre du temps, donc on arrive dans un équilibre qu'il faut dresser et même et formaliser, structurer la démarche. Ça fait gagner du temps aux vendeurs, mais ça en fait aussi gagner aux clients, et c'est ce que dit Olivier dans le chat. On est vraiment dans une logique de co-construction, de parcours conjoint. Et ben on va plus facilement du point A vers le point B si on s'est mis d'accord qu'on allait au point B ensemble. Et si on se met d'accord aussi sur les étapes. Donc quand on fait de la rando avec quelqu'un, ben on prend une carte et on définit ce qu'on va faire, etc. Et on fait pas la rando en partant la fleur au fusil, en sachant pas où on va tourner, où on va aller, etc. En général, on se perd. Où on peut se séparer, s'engueuler en cours de route, etc. Parce qu'on veut pas aller au même endroit, parce qu'on n'en a pas parlé, etc. Donc autant au début d'une randonnée, au début d'un parcours commun,
définir la carte, les étapes. C'est pas mal vécu. C'est du bon sens quand on fait de la randonnée. Ça doit être du bon sens quand on engage à deux un parcours commercial, une relation qui va prendre du temps, qui va consister à faire plusieurs rendez-vous ensemble. Donc, au final, tout le monde le sait, le temps c'est de l'argent, c'est un investissement, et cet investissement doit être partagé, structuré. Et si on se rend compte qu'on veut pas aller au même endroit ou qu'on veut pas passer par les mêmes étapes, bah autant ne pas engager la randonnée. On s'évite une perte de temps, une engueulade, se perdre en chemin, etc. quoi. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, au-delà, avec tout ça, typiquement, c'est le moment de dire, par exemple, que si le client vous dit, ouais, mais nous on va passer par une appel d'offres, et que vous avez pris la décision, notamment parce que c'était pas rentable pour vous, ou parce que vous souhaitiez pas rentrer dans une dynamique d'appel d'offres, vaut mieux le savoir dès le début, en fait, parce que sinon vous allez vous investir dans une direction, et en fait derrière, vous retrouverez dans une escalade d'engagement, vous pourrez plus vraiment arrêter le processus, alors que vous savez que ça fonctionne pas pour vous, et en fait, globalement, donner cette visibilité-là sur le processus, c'est particulièrement vrai sur les ventes longues ou complexes. On reviendra sur ces termes-là peut-être un petit peu plus tard, mais globalement, ça permet de donner une visibilité, de savoir où on va, et c'est hyper important parce que quand on a une problématique, et qu'on cherche des prestataires pour nous accompagner, au final, déjà un prestataire qui va être capable de nous dire voilà comment ça fonctionne, voilà toutes les étapes par lesquelles on va passer, ça va prendre tant de temps, on va faire telle chose. Cette visibilité-là, c'est déjà de la valeur pour votre prospect, et donc faut pas du tout repousser cette discussion-là. Il faut le faire le plus tôt possible. La deuxième question, qui, comme son nom ne l'indique pas, est la question 4, du coup. C'est plutôt sur cette partie qualification, c'est le qui, en fait. Qui est concerné dans ce processus? Est-ce qu'on a un seul interlocuteur? Est-ce qu'on en a plusieurs? Je crois qu'on a même fait plus que ça. On a inversé aussi des questions, donc je vais faire un petit peu de gymnastique. On a aussi qui sont les. Donc en fait, si vous lisez en même temps que je parle, ça va être très compliqué pour vous. L'image, c'est la question 4. Le texte, c'est bien la deuxième colonne. Attention. À l'étape de la qualification, on va s'intéresser à qui sont les clients qui ont le plus de chances de signer, qui signe le plus vite, parce que ça peut être aussi une information. Si on a des informations sur qui sont les leads qui sont les plus rapides à convaincre, s'ils sont rapides à convaincre, ça veut dire que le coût d'acquisition sera faible, donc ça peut être intéressant de le savoir. Oula, excusez-moi. Hop. Ça, c'est pas du tout pratique. On peut s'interroger aussi sur le profil des personnes avec qui les projets se déroulent bien, notamment sur des projets qui peuvent être longs. Ça peut être une information qui est importante. L'idée n'est pas de signer pour signer, mais de signer des clients qui vont permettre à l'entreprise de se développer. Et pour ça, il faut qu'ils soient satisfaits, il faut que la collaboration soit satisfaisante. Donc, c'est un bon moment pour se poser la question. Mais c'est aussi se poser la question inverse, c'est qui sont les mauvais clients, ceux avec qui ça va être difficile, ceux avec qui on va pas maîtriser les coûts, ceux avec qui on n'est pas sûr d'avoir un bon niveau de satisfaction pour plein de raisons. Ça peut être parce que nos services sont pas tout à fait adaptés à leur fonctionnement, mais ça peut être aussi parce que notre équipe travaille moins efficacement avec tel ou tel type de prospect. La deuxième série de questions qui va plutôt porter sur la proposition de valeur. Même chose, on va avoir cette dichotomie le quoi et le qui. Le quoi sur la partie haute, ça va être finalement sous quelle modalité on fait cette proposition de valeur. Est-ce qu'on fait une proposition sur mesure? Est-ce qu'on fait une proposition standard? Est-ce que on peut mettre en place des pilotes ou des preuves de concept? Et puis il y a l'autre élément, c'est qu'est-ce qui fait qu'on gagne en fait habituellement, quelles sont les choses qui nous ont permis de gagner des projets précédemment. C'est important de connaître ses forces à l'avance et de construire un processus de vente qui va plutôt mettre en avant ces choses-là qu'autre chose. Ça paraît élémentaire, mais souvent quand on pose la question, c'est qu'est-ce qui fait que vous gagnez vos processus? On n'a pas toujours une réponse très très claire, et le plus drôle, c'est quand il y a plusieurs personnes à qui on pose la question dans la même société et qu'il y a 3 réponses différentes. On voit bien que c'est un sujet qui est finalement qui paraît élémentaire mais qui ne l'est pas forcément, et se poser la question à ce moment-là, ça permet de créer un processus de vente qui mettra en avant ces éléments-là.
Et je pense que la deuxième partie est sur une autre slide. Mais globalement, la deuxième partie sur la proposition de valeur, c'est le texte se trouve ici. Là, on va se poser la question du qui intervient dans le processus de vente, du côté des vendeurs, mais aussi des prospects. Est-ce qu'on doit rencontrer des prescripteurs? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées? Ça, c'est quelque chose qui est souvent mieux maîtrisé que la corollaire de ça, c'est qui, de votre côté de vendeur, va être impliqué. Je prends des exemples dans certaines sociétés qui font par exemple des solutions SaaS complexes. Ça peut être intéressant, dès le processus de vente, d'intégrer des Customer Success Managers, par exemple, qui vont tout de suite, qui vont aider le client à se projeter en fait dans l'utilisation de la solution. Et ça peut être aussi tout simplement faire rencontrer un chef de projet qui sera la personne qui assurera la prestation après ou des choses comme ça. C'est des questions qu'il faut se poser, qui peuvent avoir leur importance. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement avoir plusieurs personnes impliquées dans un processus de vente, mais ça veut dire que se poser la question, c'est loin d'être inutile. La dernière étape, donc sur le closing, je vérifie qu'est-ce qui au niveau des textes où on en est, ça va être cela. Même chose, qui, quoi. Le qui, c'est qui va pouvoir freiner le projet, comment est-ce qu'on peut identifier ces personnes qui sont des freins au projet. Ça peut être des concurrents, mais ça peut être des personnes en interne chez votre prospect. Ça peut aussi être chez vous. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui peuvent influer négativement sur un projet sont importantes et on peut en retrouver dans l'ensemble des parties prenantes. Vous, votre prospect, mais aussi les concurrents. Et les identifier, ça permet de mieux contrer leur argument, ou en tout cas de faire en sorte que si il y a une personne qui bloque côté prospect, le savoir, ça nous permet de mettre en place des mesures pour faire en sorte qu'ils soient plus des freins, mais qu'ils soient OK aussi. Et les ignorer, c'est pas une solution. Généralement, ça mène toujours à la même chose. Et la même chose dans le quoi, ça peut être qu'est-ce qui va freiner le client. Là, ça va être des éléments plus tangibles, mais si on prend une solution logicielle, pareil, identifier que peut-être certaines intégrations techniques peuvent freiner le projet, ça évite d'oublier de mentionner ces intégrations dans le processus de vente, par exemple. Donc on va s'interroger à comment rassurer finalement son prospect sur ces éléments-là. Et le principal adversaire qu'on a toujours dans un processus de vente, c'est pas le non, c'est la non prise de décision en fait. Et ça peut être là aussi le moment de se poser la question de quel est le coût de l'inaction pour mon prospect afin de lutter contre cette absence de décision. Donc effectivement, work in progress, les vignettes sont pas tout à fait dans le bon ordre. Des choses différentes. Donc, si vous avez bien tout suivi visuellement aussi, bravo. On fera mieux dans la suite d'itération. La dernière étape, la partie basse, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas énormément de choses à rajouter, mais en gros, ça va être de suivre tous les KPI entre chacune des étapes. Combien j'ai de leads entrants, combien sont des leads qualifiés, combien mènent à une propale, combien de propales mènent à une signature. Enfin, propale, c'est peut-être un peu du jargon, enfin, proposition commerciale, vous l'aurez compris. C'est important d'avoir ces mesures-là. Quand elles n'existent pas, c'est important de commencer à les mesurer parce que c'est quand même des points clés pour pouvoir suivre la bonne santé de son processus de vente. Et puis, c'est se poser la question, en fait, de l'importance de chacune des étapes. Est-ce que j'ai besoin d'un rendez-vous, de 2 rendez-vous? Est-ce que la qualification prend seulement 5 minutes? Ça va dépendre de votre produit, ça va dépendre de votre culture, ça va dépendre de la complexité des solutions que vous vendez. Mais c'est important de se poser cette question-là parce qu'encore une fois, on n'est pas en train d'essayer de designer la Mona Lisa des parcours de vente. C'est simplement trouver le processus de vente qui est adapté à votre entreprise, et par adapter à votre entreprise, c'est quelque chose qui est facile à suivre pour vous, mais surtout qui est rentable, parce que si on fait des ventes pas rentables, a priori, ça ne durera pas très longtemps. Je vais revenir un tout petit peu sur le Canva pour préciser ce que tu as dit, mais sur l'organisation des questions, et pareil, le Canva, je suis pas encore complètement satisfait, mais on a la partie haute qui sont les quoi, les qu'est-ce que, donc des questions un peu qui précisent le cadre. La deuxième partie, celle du milieu,
qui sont les qui fait quoi dans la relation, le client, les différentes personnes, les gens qui peuvent s'opposer, et après en dessous on a le combien. Donc on est toujours dans quoi, qui, combien. Et c'est comme ça qu'on a structuré les choses, et c'est ça que je trouve qui à ce stade ne ressort pas assez bien, avec un truc qui est qu'on va rendre plus lisible, plus clair, et surtout aussi beaucoup plus utilisable en atelier, parce que l'objectif de ces canevas, c'est qu'ils puissent être utilisés en atelier, en design thinking, qu'on puisse y mettre des post-it à l'intérieur. C'est ce qu'on fait autour d'Acquisition Strategy Design, c'est ce qu'on fait autour des autres méthodologies, et c'est ce qui marche plutôt bien pour que ce process commercial ne soit pas que le fruit de votre décision ou en tant que directeur commercial, ou d'un travail entre vous et des consultants, mais que ce soit un travail collectif avec toute l'équipe commerciale ou toute partie de l'équipe commerciale. Et c'est en faisant ces travails collectifs, collaboratifs, en s'appuyant sur des méthodes du design thinking, que en même temps qu'on construit le processus, on s'assure qu'il soit adopté par tous, qu'il soit accepté par tous, que tout le monde y ait contribué, et qu'il devienne le processus commercial de tous et de toute l'équipe, et que ce soit pas une lubie du patron avec des consultants qu'on cherche à imposer après. La grande force de toutes ces méthodes de co-création, c'est, on parlait de co-construction avec le client du parcours, mais là c'est aussi d'avoir une méthode qui vous permette de co-construire avec vos équipes commerciales, avec l'aide de consultants, le cas échéant, pour faciliter l'atelier, mais de co-construire ce process pour que ce soit quelque chose sur lesquels tout le monde est d'accord et que ce soit pas vécu comme une contrainte. Ouais, l'idée, c'est que là, ça présente à peu près bien le concept derrière, mais c'est pas assez utilisable en tant que tel. Et il faut vraiment le journey-based selling, il faut pas que ce soit juste un bouquin, quoi. Enfin, il faut que ça vous serve de manière pratique à améliorer votre processus de vente et l'efficacité de celui-ci. L'arbre de décision, c'est la deuxième étape du processus. Ça va être de travailler sur un arbre de décision. Alors, cet arbre de décision, il va être important parce qu'en fait, un processus de vente peut très facilement finir par se perdre. Si on n'a pas on peut vite se perdre dans son processus de vente si on n'a pas les objectifs précis à chaque point de contact. Et donc, l'idée de cet arbre de décision, c'est de modéliser l'ensemble des objectifs qu'on a qui partent de j'ai une opportunité, j'ai un prospect qui m'a contacté, à j'ai signé, j'ai contractualisé avec ce prospect. Donc, il y a un certain nombre d'objectifs intermédiaires pour atteindre ça. Donc, ces objectifs, vous allez pouvoir les déterminer grâce à la première étape au Canva, au Sales Process Canva. Et l'idée, c'est de modéliser l'ensemble de ces étapes et de vous inscrire dans une dynamique d'action permanente. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que, OK, vous avez fait votre première étape, vous avez rempli votre premier objectif. Derrière, qu'est-ce qui se passe? En fait, à chaque fois, il y a deux possibilités. Il y a soit on arrête là, et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de to-do à faire. Ça va être expliquer au client pourquoi on arrête là, s'assurer que nous, on a bien aussi capitalisé sur cette information, pourquoi est-ce qu'on s'arrête là, ce qu'on appelle ici dans le post-mortem. Et si on s'arrête pas là et qu'on continue, c'est-à-dire qu'il faut fixer d'autres rendez-vous, mais il y a un certain nombre de tâches. Dans les to-do qu'on mentionne ici, entre chacun des objectifs, c'est des to-do pour votre équipe commerciale, mais pour d'autres équipes peut-être de votre entreprise aussi. Et c'est aussi des to-do pour vos clients. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas assez, comme si il fallait que le client soit complètement, qu'on lui en demande le moins possible pendant le processus de vente pour que ça se passe mieux. On comprend la logique. Instinctivement, on se dit, plus c'est facile pour lui, plus on a de chances de signer. Mais en réalité, ça marche pas du tout comme ça. Impliquer vos clients dans le processus de vente, ça vous rendra beaucoup plus efficace. Parce qu'en fait, c'est des mécaniques qui sont aujourd'hui bien connues, des mécaniques d'engagement, ce qu'on peut appeler l'effet de gel aussi. Plus vous allez impliquer votre prospect dans le processus de vente, dans son succès, plus ça devient lui aussi son succès. Et donc, dire non à la fin ou ne pas aboutir à une décision favorable, ça sera un échec autant pour lui que pour vous. Ce qui n'arrive pas si vous n'impliquez pas assez votre prospect. Et c'est en ça que l'arbre de décision, les to-do et le journey-based selling dans son ensemble va être plus efficace aussi. L'idée, c'est de créer une expérience partagée avec votre prospect. Et c'est parce que cette expérience est partagée qu'il y a
plus de chances d'aboutir à un succès parce que ça devient dans l'intérêt de tout le monde que ça fonctionne. Et pour compléter, parce que enfin, on a parlé d'objectifs et pas de rendez-vous, parce que il peut avoir plusieurs rendez-vous pour atteindre un objectif, parce que on n'a pas eu assez de temps, parce qu'il n'y avait pas les bonnes personnes, etc. Donc on va rajouter sous-objectifs rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous 3, rendez-vous 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, 2.3, etc. pour bien montrer que il peut avoir plusieurs rendez-vous et qu'on maîtrise. Autant on maîtrise les objectifs et ce qu'on veut atteindre et ce qu'on veut franchir avant de passer à l'étape suivante, autant on maîtrise pas le nombre de rendez-vous qu'il faut pour atteindre l'objectif. Parce que justement ces rendez-vous sont faits avec un client qui a peut-être pas les bonnes personnes, qu'il a peut-être pas la bonne info à vous transmettre et qu'il faut qu'il aille la chercher, et qu'on a besoin d'un deuxième rendez-vous pour parler de cette info-là qui est nécessaire pour vous au passage à l'étape 2, à l'objectif 2. Là, c'est complètement une vue simplifiée parce qu'il y a aussi d'autres éléments qu'on veut apporter avec la méthode. C'est aussi la maîtrise de l'arrivée de décisionnaires secondaires qui n'étaient pas forcément anticipés au départ. Et typiquement, dans des processus complexes dans le sens où ils vont être à la fois longs et impliquer beaucoup de personnes, être capable de modéliser l'arrivée de ces personnes, à quel moment ils sont arrivés, et s'assurer qu'on a aussi rempli les objectifs qu'on doit avoir par rapport à ces personnes-là au cours du processus de vente, c'est hyper important. Et cette modélisation, elle doit vous permettre de vous en assurer, en fait. Typiquement, on parlait du doute aussi en amont sur le nombre de rendez-vous. Si au cours de la proposition de valeur, il se trouve qu'une nouvelle équipe est impliquée dans le processus de vente, c'est rarement mauvais signe, hein. Ça veut dire que votre prospect va vouloir impliquer d'autres personnes parce qu'il trouve potentiellement le produit ou le service que vous proposez intéressant et qui veut l'avis de d'autres personnes. C'est intéressant, mais il faut vous assurer que vous les rencontriez et que vous ayez traité eux aussi leurs besoins, leurs problématiques, leurs questionnements, des choses comme ça. Et donc cet arbre de décision, il faut pas voir ça comme quelque chose de fixe. Il y a un arbre type ou plusieurs arbres types d'ailleurs que vous allez pouvoir créer à partir de votre Sales Process Canva. Mais derrière, c'est aussi un outil qui va vous permettre de faire votre reporting. C'est-à-dire que faire sur chaque processus de vente, modéliser ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est ce qui nous permettra de capitaliser en fait sur cette information commerciale et ça permettra beaucoup plus rapidement d'identifier peut-être des loupés. Quand vous êtes dans votre CRM et que vous avez 10 rapports qui sont en fait des gros blocs de texte et que vous devez aller chercher dans le bloc de texte si vous avez bien rencontré tout le monde alors qu'on n'est pas sûr de l'avoir noté, ça va être très compliqué. Si vous avez bien modélisé les différents process et que vous apercevez que tous les process que vous avez ratés, c'est ceux où il y a eu des décideurs secondaires que vous n'avez pas traités par exemple. Alors c'est un cas un peu facile, je vous l'accorde, mais globalement, ce sera beaucoup plus facile de s'en rendre compte. Et cet arbre de décision, il est vraiment tourné, comme son nom l'indique, sur la décision. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des rendez-vous pour le plaisir de faire des rendez-vous, on a un objectif et à chaque fin de rendez-vous ou série de rendez-vous, quand on a atteint cet objectif, on prend une décision tout de suite. C'est oui ou c'est non. Et c'est important de valoriser autant le oui que le non parce que l'une des principales faiblesses qu'on identifie dans les équipes commerciales, c'est le fait de traiter tous les leads entrants comme s'ils avaient des chances de signer, alors qu'il y en a, dès le premier rendez-vous, on sait que ça ne pourra pas fonctionner. Et traiter un prospect qui n'est pas un bon prospect pour vous, c'est un centre de coût gigantesque. Donc c'est important de faire ça et l'arbre de décision va aussi aider à valoriser ces deux chemins-là. En fait, il n'y a pas un chemin qui est supérieur à l'autre. C'est simplement que il faut prendre une décision tout de suite et pas laisser un processus continuer alors qu'en fait il aurait dû cesser parce que tout ça ça augmente beaucoup d'acquisition. Voilà sur l'arbre de décision. Donc et puis le commercial lui-même aura toujours du mal à arrêter la vente. Bien sûr. Et c'est là où c'est le rôle de l'équipe, du process, de la direction de dire stop, t'as envie, tu t'investis, t'es de bonne volonté, mais t'y arriveras pas. On n'a pas l'équation de victoire et il faut savoir dire stop alors que c'est pas naturellement que un commercial engagé va s'arrêter en cours de process. Il va vouloir aller jusqu'au bout et d'autant plus s'il est salarié, il ne mesure pas le coût de cet investissement-là. Donc c'est vraiment le rôle du management que de dire on n'a pas les conditions, on arrête quoi.
C'est en ça, quand on traite bien le sujet du sales process Canva et qu'on a bien identifié ces conditions en fait nécessaires pour aller à l'étape suivante ou la stopper, ça permet au moins de d'écrire formellement les règles du jeu. Et à partir de là, c'est très très simple. Hein, c'est dire, en gros, si tu continues, ça nous coûte temps. Si tu arrêtes, ça nous fait économiser temps. Si on est bien sur des règles, si en suivant les règles, on se dit, non, ça c'est pas un bon prospect, tu nous as fait gagner temps. En fait, tant qu'on valorisera pas aussi le fait de savoir dire non, de manière vraiment marquée dans les organisations commerciales, il n'y a pas de raison qu'un commercial engagé baisse les bras, en fait. Surtout parce que culturellement, les commerciaux, on a toujours tendance à les comparer à des guerriers, ils sont sur le front, on n'abandonne pas, quoi. On n'abandonne pas et on essaye de tout donner, sauf que en fait, c'est cette bonne intention peut avoir un coût très très important et c'est en ça que le modéliser et donner l'occasion de valoriser aussi le refus, c'est hyper important pour la bonne santé de votre processus de vente. Donc bon, ça on l'a évoqué, hein, je l'ai évoqué un petit peu avant. Globalement, il y a surtout j'ai surtout parlé du go no go et des to do. Avant chaque rendez-vous, on a un objectif sur ce rendez-vous et on a un certain nombre d'informations clés à récupérer pour pouvoir valider ou non qu'un objectif est atteint. Ça, typiquement, ces informations clés qu'on va pouvoir lister au moment de l'arbre de décision grâce à ce qu'on a pu identifier dans le Sales Process Canva, c'est les conditions pour le go no go. Est-ce qu'ils ont une date pour le projet? Est-ce qu'ils ont un budget adapté à ce projet? Est-ce qu'ils ont un site internet avant qu'on puisse déployer un blog, par exemple, des choses comme ça? Enfin, c'est des éléments un petit peu des informations clés très précises qu'il faut récupérer pour pouvoir dire ok, j'ai atteint mon objectif ou pas, je peux décider du go ou du no go. Et des to-do à faire. Nicolas, je vais t'interrompre, je vais faire le timekeeper. Il nous reste 7 minutes et je sais que toujours il y a des gens qui ont autre chose derrière. Si on peut un peu parler de l'étape suivante et en particulier des conversations, des stories, des contenus et préciser un peu ce qu'on met derrière parce que c'est vrai que pour moi, au-delà de l'arbre de décision, qui est une étape hyper importante de formalisation de process, il faut venir nourrir ce process, il faut venir nourrir les étapes, il faut donner des outils aux commerciaux pour bien atteindre les objectifs. C'est raconter des histoires, c'est obtenir des informations, c'est savoir bien les obtenir en posant les bonnes questions, c'est présenter un certain nombre de contenus, c'est faire bosser le client aussi, tu l'as dit. Et ça, c'est important qu'on puisse préciser ce point, même si après le plan d'action, on détaillera un peu moins et vous doutez que c'est une affaire de priorisation. Mais j'ai pas envie qu'on passe trop vite sur ces trois notions. Oui, parce qu'effectivement, là, en fait, on est resté sur les deux premières étapes. Elles sont très amont, très stratégiques, entre guillemets. Là, si on passe plutôt dans la tactique avec l'enrichissement du processus de vente. Et en fait, on l'enrichit avec 3 outils qui doivent être vraiment, on les a vraiment pensés comme une boîte à outils pour le commercial sur le terrain, en fait, pour faire avancer son processus de vente. Il y a 3 éléments. Les conversations, les stories et les contenus. Chacun de ces éléments ont un rôle particulier. La notion de conversation, c'est l'idée d'aborder un certain nombre de sujets avec votre prospect pour faire ressortir les informations clés dont vous avez besoin pour avancer. On n'a pas voulu faire une liste de questions comme on peut retrouver ou d'indicateurs clés. Je pense à des méthodes comme Medic par exemple où il faut avoir c'est qui le décideur ou des éléments comme ça. On cherche plutôt à évoquer des sujets avec votre client où vous allez lui dire des choses, il va vous dire des choses et c'est ça qui va permettre de ressortir. On s'est inspiré. Alors, si je ne me trompe pas, c'est de Blair Haynes. On l'a noté. L'idée c'est que il va y avoir un certain nombre de conversations sur la qualification, des conversations qui sont du type comment est-ce qu'on en est arrivé à se rencontrer aujourd'hui, vous me connaissez comment, vous avez quoi comme problématique, vous avez travaillé déjà sur ce genre de sujet. C'est un certain nombre de conversations de ce type-là. On a les conversations sur la valeur. C'est là aussi où on va pouvoir aborder le prix sans détour et l'idée c'est de vous proposer des conversations et des sujets qui vont permettre de faire ressortir les informations du budget
sans poser la question de but en blanc, c'est quoi votre budget? Parce que ça marche un peu moins bien, on n'est plus dans les années 70. Et puis les conversations sur le closing, sur comment est-ce qu'on va faire pour aboutir à une décision en fait et ne pas rester dans le flou. Donc ça, c'est un premier système d'outils. Ensuite, il y a les stories. Alors, on s'est beaucoup posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait accompagner les commerciaux dans leur manière de convaincre sans être dans les stéréotypes qu'on peut avoir habituellement, où en fait, il faut présenter un argument avec caractéristiques, avantages, bénéfices. J'ai rien contre la méthode CAM, en l'occurrence, elle peut être très très efficace, mais le problème de ce genre de méthode, c'est que c'est quand même très mécanique. Et ça occulte des aspects hyper importants pour convaincre, notamment les aspects émotionnels. Alors, c'est quelque chose qu'on évoque souvent. Ça fait des millénaires qu'on a une méthode qui marche très très bien pour convaincre et pour marquer quelqu'un, c'est le storytelling. Et en fait, on va s'intéresser à la création de stories qui vont venir enrichir votre processus de vente. C'est-à-dire que c'est plutôt que de dire on a bossé avec un tel, c'est raconter l'histoire de la collaboration avec un tel. Et comment cette collaboration s'est déroulée, à quoi elle a abouti ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus puissant de présenter une histoire qu'un fait, en fait. Alors évidemment, toutes les histoires sont basées sur des faits. Et l'idée de la méthodologie, c'est de vous proposer un template. Alors, j'oublie toujours son nom. Alors, heureusement qu'on l'a noté parce que j'ai un vrai problème avec ça. Mike Adams, qui a fait un super ouvrage sur les 7 histoires que doit raconter un bon commercial. En l'occurrence, on en a un peu plus que 7 de notre côté. Mais par contre, il a fait quelque chose d'excellent qu'on va reprendre ou du moins s'inspirer très fortement. C'est son template de construction d'histoire. Comment facilement construire une histoire pour appuyer son discours et convaincre. Je vais pas refaire tout l'historique de pourquoi le storytelling est plus puissant que d'autres méthodes, mais c'est quelque chose qui va permettre de projeter bien plus efficacement votre prospect dans la réalisation de son projet. Ça a quelque chose de plus authentique et ça fait appel à beaucoup plus de dimension de la motivation de votre prospect que simplement la présentation de faits très caractérisés. Ouais, et moi ce que je trouve, je trouve que souvent le storytelling est bullshit en marketing. Parce que raconter une histoire en tant qu'entreprise à tout le monde, c'est souvent compliqué. En revanche, en tant qu'individu, raconter son histoire et utiliser ses histoires perso, ou même les histoires de l'entreprise, dans une discussion en one-to-one ou en groupe, mais portée par un individu, c'est beaucoup plus naturel que quand c'est porté par une entreprise. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Oui, complètement. On est dans une approche là qui est différente. Quand vous travaillez sur une approche marketing avec des landing pages, elles doivent être hyper efficaces. Il faut que dans les 30 secondes de temps que l'internaute vous accorde, il faut lui envoyer toutes les informations clés. Et de ce point de vue-là, une méthode comme le CAP, par exemple, ou le BANT d'ailleurs, sont très 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 efficaces parce qu'au moins c'est clair, c'est rapide et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Mais quand on est dans la relation commerciale et donc dans une relation humaine, ce serait gâcher l'avantage énorme que présente cette relation, qui on appelle à l'émotionnel, on accorde du temps, on est beaucoup plus impliqué. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure sur le fait que dans le processus de vente, il faut être engageant. L'objectif d'un processus de vente n'est pas uniquement de réduire la friction, c'est aussi d'en créer, entre guillemets, de la bonne friction pour pouvoir impliquer le prospect avec vous et pour que finalement le succès de ce processus de vente soit aussi le succès de votre prospect. Et c'est le meilleur. D'ailleurs, moi je me rends compte que dans notre cartographie là des conversations stories contenu, on a oublié un truc hyper important, c'est les to-do. Oui, c'est vrai. Et que les to-do doivent pas être traités à part, elles doivent être traitées au même niveau que conversation story contenu. C'est ça, et puis en plus, dans les to-do, vous devez inclure le fait de partager des contenus, le fait de créer des stories adaptées. Non, mais il y a les to-do entre rendez-vous, et il y a les to-do de ce qu'on fait nous, pour le client entre deux rendez-vous, et de ce qu'on demande au client. Et je pense qu'il faut qu'on se crée une partie, mais on va en discuter tous les deux. Une idée en tête, ça va nous permettre de l'enrichir. Et on a une réunion juste après là-dessus, mais là quand j'y pense, quand je t'écoute, quand je me dis tiens, on a oublié ce truc-là, on l'a mis dans l'arbre de décision, on l'a pas mis
dans la troisième étape où on vient enrichir. Et il faut enrichir les to-do aussi. Oui, et puis il y a des éléments. Faire quelque chose à son prospect, c'est souvent hyper efficace. Et puis choisir de ce que nous on va faire aussi pendant ce processus pour apporter de la valeur déjà à son client, c'est ouais. Bon, on va en parler juste après parce qu'il y a un truc. On a effectivement un bon. Je balaye les slides assez rapidement. Si vous avez des questions dans la salle, si vous avez des premiers retours à nous faire. On sera ravis de les avoir. N'hésitez pas à échanger. On a été beaucoup dans la présentation. La méthode est riche. On y reviendra sur un même rendez-vous. On a aussi les autres méthodes sur lesquelles on a travaillé, les Customer Experience Redesign qu'on va commencer à vous présenter, les méthodes autour du marketing RH. On a pas mal produit cet hiver et les choses commencent à sortir de façon, comme vous l'avez vu, work in progress, et donc avec encore des améliorations à faire. Mais n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous poser vos questions et très bientôt, comme je l'ai dit, on peut pas diffuser ce document en l'état avec les fautes d'orthographe, les questions à l'envers, des choses pas complètement. Vous êtes dans l'envers du décor. Mais dès que c'est fini, dès que c'est remis dans le bon sens, on vous partage tout ça. Et puis on revient pour discuter. Sortie du livre le 21 septembre, non, je crois que là c'est trop tôt, on est plutôt sur la fin de l'année. Mais on va un peu caler tout ça, mais ça viendra. C'est sûr que ce travail initial va nous mener à un livre et à une petite vidéo aussi. Voilà, pas de questions. Tu veux conclure, Nicolas, et puis on fait un petit break et on reprend notre discussion seulement tous les deux. Non, mais c'est super chouette d'avoir fait cet événement parce que, enfin, ce webinaire, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, mais avoir des retours, c'est quand même hyper important parce que, comme on le dit, c'est un work in progress, qu'on a vraiment envie de construire une méthodologie qui est utilisée très largement, et pour ça, il faut qu'on pense un petit peu à tous les cas de figure. Nous personnellement chez Sales Odyssey, on a essayé déjà de la tester. Ça nous a fait gagner énormément en efficacité. Donc j'ai aucun doute sur le fait que ça peut être très structurant et que ça aide à être plus efficace. Maintenant, n'hésitez surtout pas à nous faire un maximum de retours, pas uniquement sur l'ordre du Canva, parce qu'effectivement là c'était quand même relativement gag, mais on prendrait toutes vos remarques, et si vous voulez contribuer, si vous avez des idées et tout ça, vous nous envoyez un petit mail, vous nous contactez et on pourra avec plaisir en discuter. Il y a une question dans le chat d'Olivier qui dit: avez-vous pensé à une méthode de journée best-selling sur une vente courte également? Je dirais que oui, on a beaucoup parlé un peu de vente longue avec des étapes, le closing, la qualif, le closing, etc. Mais la même méthode s'applique à la vente courte et permet de constater d'ailleurs que la vente est courte, ou permet de s'assurer qu'on est bien sur une vente courte. Et dans ces cas-là, on mesure le temps qu'on y passe. De la même façon, on va avoir des stories, des conversations, des contenus, peut-être même des to-do à voir, mais tout ça sur un temps plus court, avec moins de rendez-vous et moins d'étapes. C'est exactement pour ça que dans la modélisation, on a changé rendez-vous en objectif, parce que finalement, la qualification dans certains cas, notamment les ventes très courtes ou du B2C par exemple, sur des projets sur des produits qui peuvent être beaucoup plus simples, ça peut être 5 minutes du rendez-vous. Mais il faut être sûr de l'avoir posé quand même et savoir quelles informations on a. C'est juste qu'on va condenser ça sur quelque chose de plus simple. Et on va avoir une partie d'ailleurs sur laquelle on travaille sur précisément le cas du B2C et des ventes courtes en général, parce que dans le cas du B2C notamment, il y a eu un changement un petit peu de paradigme depuis un moment. On arrive à des cas où en fait les consommateurs, ils sont limite plus experts que les vendeurs sur certains des sujets. Ils arrivent, un vendeur il peut pas, il a des centaines de produits à maîtriser. Le client il arrive, il a une idée très précise en tête et il a tellement lu de contenu que ça peut créer des problèmes. Et en fait la méthode va permettre de gérer ça aussi. Donc oui, c'est totalement inclus, et c'est vrai que c'est plus par biais personnel que j'ai mentionné plus les ventes complexes et longues que les ventes courtes.
Et pour répondre à Lise aussi, bien sûr, il y aura le replay, vous l'aurez automatiquement après, et puis on le mettra aussi sur YouTube. Donc tout ça sera dispo. On gardera des traces du Canva à l'envers, etc. Ce sera visible en vidéo uniquement. Merci beaucoup à tous. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine. Ah si, j'ai demandé à Jérémy, on a un atelier, donc si vous voulez tester la méthode, on a un atelier journée base selling qu'on a déjà mis en place, donc ce sera l'occasion de tester la méthode et de la co-construire avec nous parce qu'on sera encore en train de la roder et je pense qu'on essaiera de la pratiquer tous les deux et de venir tous les deux à l'atelier parce que ce sera enrichissant. Donc si pour votre entreprise vous avez un besoin de construire un process de vente, n'hésitez pas, on sera ravis de faire du pilote avec vous. Très bonne journée, à la semaine prochaine. Je ne sais pas qui on a, mais vous allez recevoir un mail là-dessus. À très vite, merci. Salut Nicolas. Merci.